Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce matin. Au sommaire de ce matin, cette première visite du président de la République réservée à la Mauritanie. Le président Bassirou Diomaye Faye renforce ainsi les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays qui ont en commun un destin économique et socio-culturel. Le Sénégal et la Mauritanie s'y en partagent l'exploitation du gaz au moins pendant 30 ans, mais également l'hydraulique et la pêche qui constituent aussi d'autres axes majeurs. Retour sur les grands enjeux économiques de ce déplacement du chef de l'État. La douane de Goudomp vient de mettre la main sur une importante quantité de billets noirs d'une valeur de 5 milliards de francs CFA. 4 trafiquants ont été arrêtés par les douaniers sénégalais. Voilà, tout d'abord, sachez que le chef de l'État est arrivé à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Comme vous le voyez sur ces images, à sa descente d'avion, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, qui descend donc de l'avion, est accueilli ici par son homologue, le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de renforcement d'amitié, de coopération et de voisinage et le brassage socio-culturel entre les deux pays. Le chef de l'État qui a été donc accueilli par son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l'aéroport de Nouakchott avec ce premier déplacement officiel du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Cette première visite officielle va consolider les relations de coopération qui existent déjà entre les deux pays. Je vous propose de découvrir les 4 axes majeurs de cette collaboration fructueuse. C'est avec René-Léon Fonseca. En matière de coopération, le Sénégal et la Mauritanie donnent le bon exemple. Depuis 1972, le Sénégal et la Mauritanie, aux côtés du Mali, collaborent au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Cette initiative régionale vise à optimiser les ressources hydriques partagées pour le développement de l'agriculture irriguée, une ressource vitale pour les économies des pays membres. La coopération prend également une dimension infrastructurelle avec la construction d'un pont sur le fleuve Sénégal, financé à hauteur de 57 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Cette infrastructure majeure devrait non seulement booster les échanges commerciaux, mais aussi faciliter le flux des personnes entre les deux pays. Le partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie s'étend aux ressources naturelles avec la découverte en 2015 du jugement de gaz Grand Tortue à Émim, situé à la frontière maritime des deux nations. Avec des réserves estimées à 100 TCF et un investissement de 24 milliards de dollars, ce projet d'envergure internationale prévoit de transformer l'économie des deux pays grâce à une exploitation prévue sur 20 ans. La pêche, le secteur vital pour les communautés côtières, est également un pilier de la coopération. Récemment, la Mauritanie a octroyé 500 licences de pêche aux pêcheurs de la langue de Barbarie à Saint-Louis, illustrant ainsi l'excellente qualité des relations bilatérales et l'engagement des deux pays à soutenir les communautés locales. À travers ces initiatives diversifiées, le Sénégal et la Mauritanie démontrent qu'une collaboration étroite et ciblée peut mener à des avancées significatives pour le développement durable et la prospérité partagée de leur peuple. Le Sénégal et la Mauritanie, deux pays liés par l'histoire et la géographie, preuve parlante de la découverte du gisement gazier sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Une production d'au moins 30 ans, soit 560 milliards de mètres cubes de gaz. Ibrahim Andong. L'astre d'un futur prometteur se lève à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. La découverte d'un don de la nature partagé entre deux pays voisins. À 120 km de la côte se trouve le gisement de Tortue. Il s'agit d'une découverte de classe mondiale. Et pour l'exploitation de cette ressource, BP et ses partenaires ont réussi à concevoir le projet Tortue Ahmeyim. Un exemple de partenariat unique entre deux pays liés par plusieurs facteurs pour un partage équitable des ressources minières. À 2 km sous les fonds marins se trouvent 2 réservoirs. De grands réservoirs représentant un potentiel de production de gaz estimé à 425 milliards de mètres cubes. Assez de gaz donc pour assurer une production de plus d'un quart de siècle, c'est-à-dire 30 ans au moins. Pour la réussite du forage,
il aura fallu recourir à des technologies les plus récentes dans ce domaine. A précisé aussi que le système sous-marin sera conçu pour supporter les conditions rencontrées en eau ultra profonde à 2700 mètres de profondeur. Ce qui fait justement de cette infrastructure la plus profonde d'Afrique à ce jour. À terme, le gaz sera transporté sur 80 km à travers des conduites vers une plateforme flottante d'extraction, de stockage et de déchargement. L'objectif est de traiter plus de 14 000 millions de mètres cubes de gaz par jour. Le gaz sera par la suite envoyé vers une installation de gaz naturel liquéfié flottante haut de gamme. Amarré à un brise-lames nouvellement construit près du littoral, une fois la production lancée, le champ de tortue produira jusqu'à 425 milliards de mètres cubes. Ce qui permettra ainsi d'offrir une nouvelle source d'énergie domestique à la Mauritanie et au Sénégal. Une situation qui permettra aussi de renforcer la capacité et la sécurité énergétique locale et de générer de nouvelles sources et précieuses sources de revenus pour la région. Une découverte synonyme d'un décollage économique pour le Sénégal et la Mauritanie. Ces réserves que vous voyez sont dites de classe mondiale que le Sénégal et la Mauritanie partagent. Des réserves estimées à plus de 560 milliards de mètres cubes gaz, je le disais. Deux navires sont en charge de la production. Le FLNG, déjà arrivé sur site, et le FPSO, en cours de finalisation. Déjà finalisé, le Sénégal avait envoyé à Singapour une mission d'inspection technique de ces navires avant livraison. Nous revenons sur la présentation de l'impressionnant FLNG qui avait accueilli nos équipes à Singapour sur ces 300 mètres de long. Il est chargé de liquéfier le gaz naturel à Ramdao. Le FLNG, grandeur nature. Si haut, si large. Il faudrait réunir 3 terrains de football pour se représenter ce bateau. Le bateau fait environ 300 mètres de long et quelques 60 mètres de large. Donc c'est un ancien méthanier qui a été transformé avec le rajout, on va dire, des unités de liquéfaction nécessaires et également le stockage du gaz liquéfié, donc dans 6 tankers qui sont disposés au centre du bateau et les unités de liquéfaction et de refroidissement étant disposées de part et d'autre. Donc c'est une unité qui est au cœur vraiment du process du projet GTA. Ils forment ensemble avec le FPSO. Exactement. Donc avec le FPSO qui est chargé du traitement, de la séparation entre les liquides et les gaz et l'eau naturellement. Le gaz est envoyé à cette unité-là pour y être, comme je disais, purifié davantage, mais vraiment liquéfié à moins 162 degrés pour pouvoir être exporté dans des tankers avec un gain de 600 fois, on va dire, le volume naturel du gaz. Sur ces chantiers de Keppel à Singapour, le FLNG a été façonné selon les spécifications requises. Comme pour le FPSO, l'autre principal navire du projet Grand Tortue Ahmeyim, des ingénieurs du Sénégal ont fait le déplacement pour l'inspecter avant livraison. Dans la délégation, des experts de l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes. Comme vous le savez, les affaires maritimes ont des compétences dans le cadre de la construction, mais également de l'exploitation future de ces navires en tant qu'unité qui participe à la circulation en mer. Et nous gérons également de ce point de vue le travail maritime, les gens de mer qui vont opérer à bord. Et il était intéressant pour nous et très important d'ailleurs de venir en amont de l'arrivée des navires, les voir, anticiper sur des améliorations qui pourraient être faites pour optimiser leur exploitation. Pour l'ANAM, les piliers de cette visite d'inspection reposent sur 3 volets: sûreté, sécurité et protection. L'administration maritime, à travers l'ANAM, aura des missions de contrôle. Contrôle au titre de l'état du pavillon, avec la certification qui découle de nos visites, ou au titre du contrôle par l'état du port, contrôle qui nous permet de nous assurer des conditions de maintien des règles de certification. Et c'est des règles universelles, internationales, des standards que tous les pays partagent
Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui la maîtrise de la question que nous avons avec un personnel qui a été formé. Et l'État du Sénégal a mis beaucoup d'énergie et de moyens dans la capacitation des personnels chargés du contrôle de ces unités. Ce gigantesque complexe flottant donnera le la de la production de gaz avec les autres composantes du projet. Un navire qui concentre plusieurs technologies pour traiter, liquéfier et stocker le gaz naturel partagé entre le Sénégal et la Mauritanie. Voilà, et puis les bonnes relations entre le Sénégal et son voisin ont permis aux pêcheurs guet-ndariens de bénéficier de 500 licences de pêche, un important accord qui a permis de ravitailler le marché sénégalais de 50 000 tonnes d'espèces pélagiques. Abdouad. Ceci est le résultat de la bonne entente entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie. La licence de pêche mauritanienne, 500 au total, octroyée aux pêcheurs de Guet-Ndar, avec comme impact direct le ravitaillement du marché sénégalais de 50 000 tonnes de poissons. Des heurts ont souvent éclaté entre pêcheurs guet-ndariens et garde-côtes mauritaniens à la frontière maritime entre les deux pays. Cet accord va apaiser les tensions et cet épisode ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Cette licence est d'une importance capitale pour la pêche à Saint-Louis, première activité économique de la région. Mais licence bi dafa am impact ci Saint-Louis. Ces licences ne sont pas que bénéfiques pour les pêcheurs. Il y a beaucoup d'activités qui gravitent autour de la pêche. Beaucoup de gens quittent leur localité pour venir travailler ici quand il y a du poisson, que ce soit dans le commerce ou dans le transport. Toutefois, l'octroi de cette licence mauritanienne est soumise à des conditions. Elle impose notamment aux détenteurs de se soumettre au contrôle des garde-côtes mauritaniens. Il faut respecter les points de sortie, notamment les points de passage à Diago, pour se faire contrôler par les garde-côtes mauritaniens. Ils sont aussi présents au niveau du port polonais en permanence et pris en charge par l'État du Sénégal. Avec la licence, la tonne de poissons pêchés en Mauritanie revient à 17 €. Les 10 € sont à la charge des pêcheurs, le reste subventionné par l'État du Sénégal. En réservant à la Mauritanie sa première visite à l'étranger, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, traduit une volonté forte de bâtir des relations diplomatiques saines avec les pays de la ceinture de sécurité. C'est l'analyse que fait Abdoulaye Diop, économiste et vice-président du patronat marocain. Il était l'invité du magazine Le Point, nous l'écoutons. Pour moi, c'est une excellente décision. Vous savez, en matière diplomatique, il y a ce qu'on appelle les pays de la ceinture de sécurité, qui sont des pays avec qui on a des partenariats très forts, et en particulier aujourd'hui la Mauritanie. D'abord, le président de la Mauritanie est président en exercice de l'Union africaine, c'est vaste en symbole. On partage des enjeux régionaux très importants, c'est notre voisin, c'est important. Et également, on partage des ressources naturelles. Le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz. Donc, je salue cette décision d'aller vers les pays de la ceinture de sécurité, parce que effectivement, c'est très important de pouvoir renforcer ces liens avec les voisins et créer dès le départ le cadre de coopération, et d'autant plus qu'il est président de l'Union africaine. C'est devenu un partenaire stratégique de premier plan, la Mauritanie, ce rapport-là. Très clairement, vous savez, on partage d'abord les frontières, on partage le fleuve, on partage des ressources en énergie, on partage des ressources pétrolières, on partage des familles, ne l'oublions pas. Il y a beaucoup de liens familiaux. Moi-même, j'ai une partie de ma famille qui est au Mauritanie, donc c'est très important. Et on est dans un espace que nous partageons dans le cadre de la coopération économique, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, on aura encore plus de partenariats au-delà du pétrole et du gaz. Donc oui, c'est un pays stratégique avec lequel on a... Et il y a aussi des positions et des points de vue à raffermir, à affiner davantage dans le cadre de l'exploitation de ces ressources. On sait que l'échéance a été repoussée de quelques mois. Il faut que les deux pays soient sur la même longueur d'onde. Oui, on doit être sur la même longueur d'onde sur tous les aspects. C'est-à-dire sur l'aspect de la gouvernance de ces ressources, sur les aspects de partage, sur les aspects de suivi et de prise de décision. Oui, c'est clair que aujourd'hui, on partage plus que des frontières, on partage aussi
de la richesse, on l'espère. Et c'est un signe que la dimension africaine de la gouvernance que ce régime-là veut imprimer dénote de ce que l'ancrage, plus que jamais en Afrique, en CEDEAO, en UEMOA et plus que jamais affirmé dans le projet. Hein. Oui, je pense que c'est le sens du développement économique. Hein. Aujourd'hui, on doit construire notre souveraineté dans le cadre d'une Afrique intégrée et prospère. Ça, c'est très important. On est dans un continent qui a beaucoup de potentiel, dans lequel le développement économique peut se construire de manière très forte si on s'entend bien avec les autres pays. L'intégration régionale est très importante, qu'elle soit continentale, régionale ou sous-régionale. Donc cette dimension dans le projet est très importante et traduit une vraie volonté d'avoir un développement et une croissance endogène qui bénéficient aux populations. C'est très important. Voilà, Abdou Souleye Diop, vice-président du patronat marocain, qui parlait des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans un instant, nous en venons à la partie invitée. Voilà, et nous recevons avec nous M. Ahmed Bezzedeida, c'est le président de l'ICEMS. Bonjour, bienvenue. L'initiative pour la sauvegarde de l'entente mauritano-sénégalaise. Monsieur Deida, bonjour et merci d'accepter cette invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Je remercie la télévision sénégalaise, nationale sénégalaise, de nous donner l'opportunité, nous, en tant qu'initiative pour la sauvegarde de l'entente mauritano-sénégalaise, de nous exprimer à l'occasion de la visite de son Excellence, Monsieur le Président, en Mauritanie, auquel nous souhaitons la bienvenue. D'ailleurs, une délégation de l'ICEMS était présente à l'accueil. Ok, exactement, vous l'avez dit, cette première sortie officielle du Président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, est réservée à la Mauritanie. Vous l'avez vu, il est arrivé symboliquement. Tout d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous et pour l'initiative? Alors c'est extraordinaire cette visite parce que d'abord c'est la première visite que le nouveau président de la République du Sénégal octroie à un pays. Cela a son importance. D'abord, elle marque l'intérêt de Monsieur le Président pour les relations entre la Mauritanie et le Sénégal, mais aussi pour la Mauritanie l'intérêt de pouvoir être le premier pays à être visité par Monsieur le Président. Voilà, merci. Et vous, au niveau de l'ICEMS, on sait que le Sénégal et la Mauritanie, ce sont des relations de voisinage et de brassage entre les deux pays. Il y a de fortes communautés de part et d'autre. Et quel est le rôle que vous jouez exactement sur ce brassage culturel? Alors, l'initiative pour la sauvegarde de l'entente Mauritanie-Sénégal est une association qui a été créée par un grand nombre de cadres, d'intellectuels mauritaniens, qui comprend des ministres, des anciens gouverneurs, d'autres personnalités, mais aussi elle comprend le peuple qu'on trouve simple, les personnes simples, les Mauritaniens simples qui donc forment cette association. Notre objectif, c'est de pouvoir aider, être un appui à nos gouvernements pour la consolidation de ces relations de fraternité, de bon voisinage qui, comme vous le savez, ne date pas d'aujourd'hui. Et nous avons donc notre pendant au Sénégal aujourd'hui. Vous avez la section ICEMS Mauritanie et la section ICEMS au Sénégal qui fonctionne et avec qui nous travaillons donc en parfaite harmonie. Est-ce que vous avez eu à organiser des actions, des rencontres de part et d'autre pour fluidifier cette symbiose culturelle? Nous travaillons sur un plan d'action. Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs. Moi-même, j'ai pu visiter Dakar ici. J'ai rencontré un certain nombre de membres du bureau exécutif. La présidente du SEM section Sénégal est venue en Mauritanie et nous sommes en train de mettre en place un programme de travail pour justement montrer à nos populations tous ces éléments historiques, fraternels, économiques, et j'en passe, qui lient nos pays depuis des millénaires et des millénaires. Vous savez, en chaque Sénégalais, il y a une part d'un Mauritanien. En chaque Mauritanien, il y a une part d'un Sénégalais. Et ce sont deux pays qui ont cette particularité d'être tellement imbriqués qu'on n'arrive plus à différencier l'un de l'autre. Et donc, cette histoire commune fait que nous devons la préserver, nous devons la consolider et nous devons donc appuyer nos gouvernements dans cette voie.
et les encourager dans cette voie. Il y a un mot qui est actuellement à la mode, peut-être lanceur d'alerte. Nous sommes des lanceurs d'alerte pour voir ce qui ne va pas, pour dire non. Ça ne va pas, il faut corriger ça. Ou bien si les ennemis de nos pays entreprennent, et comme vous le savez, l'histoire est là, des fausses informations ou des contre-vérités, nous sommes là pour dire non, c'est pas vrai. Ouais, pour rétablir la vérité. C'est ça effectivement le rôle, et c'est ça qui va consolider justement ces relations. Et nous tenons beaucoup à cet aspect de pouvoir être des auxiliaires de nos gouvernements pour venir les aider dans leur mission qui est hautement significative et qui est hautement importante, celle de maintenir ces relations de fraternité entre nos deux peuples. Et je pense que nos deux présidents sont très conscients de ça et ils travaillent d'arrache-pied justement dans cette voie. Et on l'a vu, cette volonté de vivre en commun s'est même poursuivie jusque dans les relations économiques entre les deux pays. La dernière en date de ces relations, donc c'est l'exploitation commune du gaz, notamment pendant au moins pour une période de 30 ans. Et il y a eu cette intelligence entre les deux pays frères. Qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que cela représente diplomatiquement? Parfaitement. Vous savez, tout ce qu'entreprennent la Mauritanie et le Sénégal réussit. C'est extraordinaire. On parle de l'OMVS. L'OMVS, c'est une initiative de la Mauritanie et du Sénégal. Aujourd'hui, c'est une organisation sous-régionale qui est respectée, qui est bien gérée et qui est citée en exemple. Vous avez le pont qui va être maintenant bientôt achevé et vous avez le gaz. Le gaz qui est une infrastructure importante et qui va permettre à nos pays de pouvoir bénéficier d'une manne financière qui est importante. Et au-delà de ça, il y a des petits gestes qui sont beaucoup plus significatifs, beaucoup plus importants. Vous avez parlé dans votre reportage des licences de pêche. Absolument. La Mauritanie a octroyé plus de 500 licences de pêche donc aux Sénégalais. Ces licences de pêche sans contrepartie. Donc c'est un geste de fraternité. Comme le Sénégal avait fait aussi des gestes de fraternité. Et c'est ça qui est important et qu'il faut préserver, cette fraternité qui ne date pas donc d'aujourd'hui. Vous l'avez vu, vous l'avez dit, cette question de la pêche avec les licences de pêche a été résolue par les deux parties, d'autant plus que c'est un facteur économique très important pour les deux pays. Ça a été définitivement résolu maintenant. Exactement, tout va pour le meilleur des mondes. Les Sénégalais viennent pêcher librement en Mauritanie, ils ont donc ce quota qu'ils ont le droit de débarquer et qui permet de faire vivre beaucoup de Sénégalais. Mais il ne faut pas oublier seulement que ce n'est pas seulement la pêche, il y a l'autre côté. L'après, par exemple, ces licences vont octroyer d'autres revenus dans d'autres secteurs. Vous avez les mareyeurs, vous avez les vendeuses. Donc c'est toute une chaîne de production économique qui va faire bénéficier beaucoup de personnes au Sénégal de ça. Et nous nous en réjouissons. Ouais. On sait que la Mauritanie, c'est un partenaire commercial très important pour le Sénégal au regard de l'activité économique de vos concitoyens qui vivent ici au Sénégal. Concrètement, au niveau de l'initiative, qu'est-ce que vous préconisez ou bien quelles sont les identifications que vous avez faites pour orienter, développer des stratégies pour mailler encore et consolider ces échanges commerciaux? Exactement. Il y a de part et d'autre du fleuve. Je ne parle pas de frontières. Je préfère parler du fleuve parce que le fleuve nous unit. Et le fleuve est une source de vie pour tout le monde. Et donc, de part et d'autre de ce fleuve, nous avons des communautés soit sénégalaises, soit mauritaniennes qui vivent. Et donc, elles vivent paisiblement. Et à travers donc, le travail qu'elles font dans l'un ou d'autres pays, il y a des échanges économiques qui viennent s'inscrire en parallèle à ça. Et nous, notre objectif, donc, c'est de pouvoir dire à nos populations, voilà, vous avez vécu pendant des milliers d'années ensemble, vous avez travaillé ensemble, continuons dans cette voie pour le bien-être de nos pays et de nos populations. Voilà ce que nous souhaitons. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait un brassage encore beaucoup plus important entre nos populations. Nous aurons l'occasion, peut-être, nous souhaitons faire un échange, une rencontre entre nos hommes d'affaires à Nouakchott ou à Dakar pour qu'ils puissent
donc procéder à des investissements financiers dans l'un ou l'autre pays. Cela existait à l'époque, mais il faudra donc revenir à ça. Il faudra qu'il y ait cet échange privé entre les hommes d'affaires mauritaniens et les hommes d'affaires sénégalais. Vous avez des potentialités économiques en Mauritanie qui sont importantes, mais aussi des potentialités économiques au Sénégal, desquelles peut bénéficier la Mauritanie, qui sont aussi importantes. Et donc, il y a cette vision d'ensemble qu'il y a lieu sur laquelle il faut travailler. Et je pense que nous sommes, en tout cas nous, au niveau de l'association, au niveau d'initiative, nous sommes très, très optimistes quant à la direction qu'ont pris aujourd'hui les dirigeants et cette visite extraordinaire donc en Mauritanie du président sénégalais et le fait que ce soit le Mauritanien qui est le premier aussi à inviter et lui a accepté d'être le premier. Ça, c'est extraordinaire. Certainement, on l'a vu pendant la prestation de serment, les deux chefs d'État, ils étaient ensemble. On a eu cette complicité. D'où est partie l'invitation. Voilà, cette complicité, comme si c'est deux frères qui se parlent et non pas des chefs d'État. Voilà. Certainement, ça ne pouvait présager que cette première sortie officielle qui est réservée à la mort. Dernier message? Alors, dernier message, que le Sénégal et la Mauritanie soient bénis, qu'ils soient sous la protection d'Allah et qu'ils continuent donc à travailler ensemble comme des frères, main dans la main, pour le bien-être de nos populations. Voilà. Merci beaucoup, M. Ahmed Bezzedeida. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Je rappelle qu'il est le président de l'ICEM, c'est l'initiative pour la sauvegarde de l'entente sénégalo-mauritanienne qui était venue parler donc ce matin de ce déplacement du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie. Les relations entre le Sénégal et la Mauritanie datent des siècles passés, deux pays, deux peuples que la géographie et l'histoire condamnent à vivre dans l'amitié et la concorde. Dans cet extrait, l'historien du Waalo, Amadou Bakhaw Diao, parle de ce célèbre mariage entre la reine Ndiambane Mbodj et l'émir du Trarza, notamment, qui a déjà jeté les bases d'une coopération bilatérale. Nous l'écoutons. Ndiambane, qui a remplacé sa mère comme reine, 1833-1820, donc 13 ans après, Ndiambane, le 18 juin, a été épousé par Mohamed El Habib, l'émir du Trarza. Donc, Ndiambane a hérité l'héritière. Dont le père s'est battu avec sa mère. Voilà. Ndiambane, héritière de sa mère, c'est Molé, s'est marié avec Mohamed El Habib, héritier de celui qui s'est battu contre sa mère. Alors, quand ils ont fait ce mariage à Dagana, qui a été un mariage très célèbre, parce qu'on a dit que pour demander la main de Ndiambane, il y a eu 99 princes mours qui sont venus à Dagana. Et pour sa dot, l'émir du Trarza a donné partout 100 esclaves, 100 chameaux, 100 bœufs, 100 ânes, 100 partout. C'est ça la dot. Et dès qu'il y a eu le mariage, les Français, ils ont dit que ce mariage, il faut que ça soit rompu. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que le Trarza et le Waalo puissent faire une coalition et contrôler le fleuve, le delta du fleuve. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté une expédition, ils ont brûlé tous les villages du Waalo à partir de Gama jusqu'à Bokal. Dagana, tout, ils ont tout brûlé. Les Français. Ils ont brûlé à coups de canon. Parce qu'ils remontaient le fleuve, c'est très simple. Ouais. Ils avaient des canonnières, ils remontaient le fleuve, à hauteur d'un village, ils le brûlent. C'est pas très héroïque, mais c'est très facile pour eux. Oui. Ils ont un enfant, Elingebet. Ouais. Ils ont eu un enfant, Elingebet, que nous appelons Elingebet, que les Maures appellent Eliwoul de Mohamed El Habib. Nous, on lui donne, toujours de façon matrilinéaire, on l'appelle Ngebet. Il va être un link. Voilà, il va être un link. Ce Ngebet va être aussi confronté à une autre tragédie. Ouais. Son grand frère, qui est un Maure blanc, quand il a été tué, lui, il devait succéder à son grand frère. Mais il avait aussi 7 autres frères d'une autre maman. Ils sont blancs. Ouais. Alors, les 7 autres frères ont contesté sa prise de pouvoir en tant qu'il était Kauri, il était métis. Ouais. Sa mère était négresse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé des contingents militaires de Waalo, de sa famille maternelle, qui sont venus à son secours, et il a tué tous ses frères. Et il a pris le pouvoir pendant 13 ans. Il était émir du Trarza. Ouais, il était émir du Trarza, et son fils, Ahmed Saloum, émir du Trarza. C'est pourquoi je dis que... C'est des relations Sénégal-Mauritanie, c'est des relations très à la limite, à la limite, je dis que la Linguère Ndiambane
est plus mauritanienne que sénégalaise. Parce que la Linguère Nguembet, son époux est Mohamed El Habib, émir de Trarza. Elle est mère d'un émir de Trarza, Mohamed El Nguembet. En même temps aussi, elle est grand-mère aussi d'un autre émir de Trarza. Donc, et actuellement, la famille de l'émirat de Trarza, qui sont mes cousins, sont des Maures, qui sont en Mauritanie. Et ce qui est très intéressant, vous allez là-bas, vous allez trouver des Maures, des Mauresques, toutes blanches. Quand vous leur appelez, comment vous appelez, ils disent Ndete Yalla. Ils s'appellent Ndete Yalla. Ou bien ils s'appellent Nguembet. Et ils tiennent, malgré qu'ils sont des Maures, ils tiennent le prénom Maure. Et quand vous voyez aujourd'hui que ces deux pays-là ont beaucoup de choses en commun. Aujourd'hui, quand on prend le pétrole, il y a c'est puis GTA, que les deux pays partagent ensemble, le gaz et tout ça. Vous dites que les jalons étaient posés depuis très longtemps. On a 800 km de frontières. On a la plus longue frontière avec la Mauritanie. Deuxième élément, la ressource la plus importante des prochaines années, contrairement à ce que les gens croient que c'est le pétrole, non, ce n'est pas le pétrole, c'est l'eau. L'eau va devenir très rare avec le réchauffement climatique. Et on partage l'eau avec la Mauritanie. Troisième élément, mais on partage le gaz avec la Mauritanie. Et on partage aussi... Il y a ce fameux pont qui est en Ensuite, on partage aussi les ressources halieutiques. Et il y a une continuité humaine entre nos deux peuples. Absolument. Et maintenant, ce que le président Macky Sall a réussi, et mon rêve, c'est que quand le pont de Rosso, qui va s'achever sous peu de temps, que le président Macky Sall puisse être l'invité d'honneur quand on va inaugurer ce pont qu'il a réussi, que nous, on a tellement rêvé qu'il puisse, en tant qu'invité d'honneur, puisse venir à Rosso lors de l'inauguration. Et ce pont, qu'on puisse lui donner le nom de El Nguembet. Qui a été un pont. Mais lui, en lui-même, il est un pont. Parce que ce pont, nous, du côté sénégalais, on pourra mettre une pancarte, mettre pont El Nguembet Fall. Le nom sénégalais. Non, parce que nous, les émirs de Trarza, on leur donne le nom Fall. El Nguembet Fall. De l'autre côté, les Maures vont mettre pont Émir Trarza, Eli Would Mohamed Habib, Would Amar Would Mokhtar. Et là, c'est la même personne. Mais qui est un pont, qui est un métis. Voilà, c'était donc l'historien Bakhawa Diaw. Dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Voilà pour les régions, je vous le disais en titre, avec cette importante saisie des douanes sénégalaises à Goudomp. Des billets noirs d'une valeur de 5 milliards de francs CFA ont été saisis par la douane de Goudomp. Cette prise intervient quelques mois seulement après une première saisie qui a été opérée par les douanes sénégalaises. Abdoulaye Sinkaré. Le poste des douanes de Tanaf dans la subdivision de Kolda a pu opérer cette saisie grâce à l'exploitation de renseignements et un travail de filature sur plusieurs jours. Des billets noirs en coupure de dollars, d'euros et de CFA d'une contre-valeur de 5 milliards de francs ont été saisis. Et 4 personnes, dont 2 de nationalité étrangère, appréhendées dans une auberge à Goudomp. Cette saisie intervient après la saisie de 2 kilos de cocaïne à Oussouye et de billets noirs encore par la même unité d'une contre-valeur d'à peu près 900 millions. Cela atteste la détermination de l'ensemble du personnel des douanes sud qui fait de cette lutte contre la criminalité transnationale organisée une priorité. Tanaf fait partie de la région de Sédhiou et fait frontière avec la Guinée-Bissau. En réalisant cette prise, les agents des douanes ont fait preuve d'un grand professionnalisme face à cette grave menace pour l'économie. L'occasion pour nous de rappeler les effets pernicieux du faux monnayage qui, dans un lot d'effets néfastes, contribue à baisser considérablement la valeur de la monnaie authentique. Ce qui crée du coup une inflation, c'est-à-dire une augmentation générale et durable du prix, impactant sur la capacité du consommateur à pouvoir faire face à certains défis. Cette saisie est la deuxième du genre réalisée par la même unité en l'espace de 4 mois.
Voilà, merci beaucoup Abdoulaye Sinkere. Nous en venons à la rubrique découverte avec ce film Moi Capitaine. C'est le titre d'un film qui met en exergue l'immigration clandestine. Cette production tournée en partie au Sénégal avec des acteurs sénégalais et du réalisateur italien Matteo Garonne. Un récit poignant qui dénonce un drame social avec ses conséquences multiples. Le film est sorti en 2023. C'est avec Oumou Kalsoum Sall. À quel âge? J'ai 16 ans. Et il est où ton cousin? On l'a attrapé quand on était dans le désert. Moi, Capitaine, ou le récit d'un drame de jeunes migrants. Dans ce film de 2 heures, le réalisateur italien Matteo Garonne s'intéresse à l'immigration clandestine. Il a fait ce film parce que, comme on le sait, la plupart des personnes qui arrivent, on voit les bateaux seulement arriver. Et cette fois-ci, il a tourné le caméra de l'autre côté pour que les personnes voient cette réalité, cette vérité qui était cachée. Voir seulement les bateaux arriver, mais ne pas voir la souffrance que les personnes vivent avant d'arriver en Europe. Donc, il a tourné le caméra de l'autre côté, de l'Afrique vers l'Europe, pour raconter cette histoire. C'est un film humaniste, plein d'humanité, aussi bien les comédiens qui sont dans des situations, on le voit très bien, que ce qui les incombe, c'est malgré le danger de cette traversée, ils sont aussi des acteurs qui sont pleins d'humanité et qui attachent un prix à la vie. Seydou et Moussa, 2 jeunes Sénégalais charmés par les mirages de l'Europe, tentent l'aventure pour rejoindre l'Italie. 2 rôles incarnés par des novices. Cette production primée du Lion d'argent à la Mostra de Venise et du prix du meilleur espoir pour l'acteur Seydou les place aujourd'hui sous les feux des projecteurs. Pour moi, c'est un peu bizarre parce que j'ai jamais opté le cinéma. Mon rêve, c'était d'être un footballeur. Mais parfois, on dit l'homme propose, mais Dieu dispose. Et par la suite, on m'a appelé pour faire ce casting. Je suis parti. Après, on m'a pris. Mais c'est un grand honneur et un plaisir de faire ce film parce que c'est important pour nous. Quand on n'est pas professionnel, bon, on est à l'écoute de son corps, on est à l'écoute de la situation, etc. Et puis, ils étaient sûrement coachés par un grand acteur burkinabé, Isiaka Sawadogo, cet acteur qui a fait le bassin, etc. Bon, lui, c'est un grand acteur. Parce que Matteo ne leur donnait pas d'indication. Juste ce qu'il y a dans le scénario, il leur demandait, bon, allez jouer selon votre ressenti et selon les situations que vous traversez. Et ce qui a donné effectivement ce jeu naturel des acteurs, ce jeu crédible des acteurs. Un périple marqué par des passages dans des pays comme le Mali, le Niger et la difficile traversée du désert libyen. Dans ce pays, Seydou et Moussa seront même emprisonnés avant d'être vendus comme esclaves. Ils auront aussi à affronter les dangers de l'océan. Fierté de la ressentir quoi. Parce que déjà, le voix des sans-voix quoi. C'est une fierté parce qu'on a porté la voix des milliers de migrants qui ont risqué leur vie. J'espère que cette situation va bientôt changer. Le film ne arrêter mais je sais que ce film ne va pas arrêter ce drame, mais on espère au moins convaincre certains. Il va directement dans ton cœur. Parce que Inspiré par le vécu de migrants rencontrés dans un camp en Italie, le réalisateur estime que ce drame ne devrait jamais arriver. C'est un moyen aussi de combattre, pour lutter pour avoir un droit pour pouvoir voyager comme les autres personnes arrivent à voyager librement dans la vie pour rejoindre les autres pays ou les autres continents. Dans ce film sorti en 2023, le réalisateur célèbre aussi l'héroïsme de Seydou et de Moussa et au-delà de tous les migrants qui, après avoir bravé autant de dangers, arrivent à destination. Voilà donc le film Moi Capitaine du réalisateur italien Matteo Garonne qui donc lance une sensibilisation sur l'immigration clandestine. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.